Bonjour, bonjour à tous. Me voici de retour après un début de semaine particulièrement chargé. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, celle qui concernait la Turquie et la Grèce, avec Olivier Delorme, je suis actuellement accaparé par deux pôles d'activité. Mon activité classique sur les questions des libertés dans notre pays, sévèrement bafouée par le système Macron. Donc, j'ai été sollicité pour rédiger des articles, pour préparer des émissions. Ça m'a pas mal mobilisé. Et dans le même temps, les Ukrainiens en ont profité pour lancer leur contre-offensive. Et alors, j'allais dire pour détruire le barrage, je n'en sais rien. Vous verrez dans la suite de cette vidéo quelle est l'hypothèse qui est avancée par l'analyste qui m'a fait l'amitié de venir nous éclairer sur certains aspects. Ce serait un effondrement qui ne serait pas consécutif à un sabotage et une volonté de la part des deux belligérants de le détruire. Alors, lorsque je dis que je suis occupé, oui, 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 c'est un peu débordé même parce que je vais revenir un petit peu sur le fonctionnement de cette chaîne. Depuis un an, bien évidemment, nous avons travaillé avec Sylvain Ferreira, dont le départ est toujours une perte. Je le considère toujours comme une perte. C'est vraiment dommage. Il y avait un capital qui avait été construit. Ça a été brutal. Je suis effectivement très déçu parce qu'il y avait une dimension d'amitié, mais ça, c'est la vie. Donc, on continue. Pour ma part, je l'ai dit, je le répète, je poursuivrai ce travail de réinformation, ce travail de dénonciation de la propagande qui nous est servie par le bloc élitaire, par le système médiatique, à la solde d'Emmanuel Macron, le plus atlantiste parmi les atlantistes des dirigeants européens. Alors, euh, c'est un gros travail de réorganiser ce qui doit l'être. J'avais expliqué que je pensais qu'il était temps que nous passions la vitesse supérieure. L'interview de l'ambassadeur de Chine a été effectivement un événement assez important. Il y a d'autres choses qui sont en préparation et je pense que bientôt, je vous mettrai au courant et j'espère pouvoir toujours compter sur votre fidélité. Je bafouille un peu, ça doit être effectivement un peu de fatigue. En plus, j'ai de nouveau une rhinopharyngite. Bon, tout ça n'est pas grave. Donc, nous allons poursuivre. Alors, en commençant demain par recevoir Jacques Sapir. Jacques Sapir m'a fait l'amitié d'accepter ma proposition de revenir pour parler bien évidemment de la situation économique de la Russie, qui continue de s'améliorer, pour parler de la situation économique mondiale, bien évidemment, parce que c'est un angle qui permet d'appréhender ce qui est en train de se passer, et également pour parler militaire, parce que Jacques Sapir est un passionné de stratégie militaire, grand spécialiste de la stratégie, grand spécialiste de l'industrie de guerre et du matériel militaire. J'ai une fois eu l'occasion d'être assez surpris par son niveau d'érudition. Il a écrit un ouvrage remarquable sur la fameuse tempête d'août, qui était la grande offensive que les Soviétiques ont lancée en Mandchourie, qui a été à l'origine de la capitulation japonaise, plus que les bombes atomiques balancées sur Hiroshima et Nagasaki. Donc, demain, alors, je pense qu'il est possible que la publication soit samedi matin. De toute façon, tout le monde aura le week-end pour nous écouter. Maintenant, nous allons passer à la situation militaire. Hervé Carès est un militaire de carrière qui n'est plus active, mais qui suit toutes ces questions. J'invite à s'abonner à son compte Twitter parce qu'il est toujours assez pertinent. Alors, ne soyez pas surpris, nous ne sommes pas d'accord sur tout, hein. Il est soucieux du travail de propagande fait par les experts sur les chaînes d'information, hein, et il entend jouer un rôle aussi dans ce travail de réinformation. Nous n'avons pas exactement les mêmes approches. Il appelle ça des biais de confirmation, hein. Nous n'avons pas les mêmes approches
elles sont très voisines, hein, les mêmes approches sur un certain nombre de questions, mais ça, c'est ce qui fait la richesse du débat. Il va donc intervenir sur ce qui s'est passé autour du barrage, hein, et nous faire part de son hypothèse et des conséquences qu'on peut imaginer, et ensuite nous dire que la contre-offensive ukrainienne a bien commencé, et il va nous parler des critères qui lui permettent de prendre cette position. On ne pourra pas aller très très loin parce qu'il faut attendre d'avoir plus d'informations, de voir comment les choses vont se passer. Pour ce qui me concerne, je pense que c'était un acte qu'on nous avait annoncé. Il a une dimension politique. Or, la guerre, c'est la politique continuée par d'autres moyens. Il a une signification symbolique, mais je ne pense pas qu'il puisse changer grand-chose au cours de la guerre. Hein, donc, on est sur l'aspect tactique, on est sur l'aspect des opérations. En ce qui concerne la guerre elle-même, je pense que le rapport de force est ce qu'il est, la situation est ce qu'elle est, et je crois que cette contre-offensive ne sera pas de nature à remettre en cause ce rapport de force, mais peut-être va-t-elle déboucher sur des évolutions, sur des négociations, sur des contacts qui permettraient d'y mettre fin, je ne sais pas, nous verrons. En attendant, je vous invite donc à suivre cette vidéo-là et je vous invite également à être présent demain ou au plus tard samedi matin pour l'entretien avec Jacques Sapir. Il y en aura d'autres la semaine prochaine. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Nous voici donc pour cette vidéo numéro 40. Dans un contexte et une actualité particulière, particulièrement agitée. Deux grands événements, enfin, qui sont articulés, hein, c'est le même, se sont produits ces jours derniers. La fameuse contre-offensive des Ukrainiens a commencé. Hein. Il y a tout un tas de critères qui permettent de faire cette analyse. Et ensuite, il y a la destruction du barrage, qui est un événement très important, mondial, je dirais, et qui a donné lieu à tout un tas de commentaires, de polémiques, d'analyses. Donc, j'ai demandé à Hervé Carès d'avoir la gentillesse, il a accepté, donc je le remercie déjà, de venir nous apporter ses éclairages sur cette situation particulière. Alors, euh, il va naturellement se présenter. On va parler de l'événement barrage et bien évidemment de l'événement contre-offensive ukrainienne. Voilà, alors à vous la parole, Hervé. Très bien, ben écoutez, bonjour à tous. Donc, de fait, je suis un ex-colonel de l'armée de terre, breveté de l'école de guerre, et Régis m'a demandé il y a à peu près une semaine d'intervenir. Je n'étais pas forcément très partant au départ parce que je trouvais que l'actualité ne s'y prêtait pas. Or, l'actualité a été bousculée par des événements, puisqu'on a eu un gel du front dans dans tous les sens du terme pendant quasiment 4 mois. Et je tiens à dire que je ne vais pas intervenir en tant qu'expert, puisque la notion d'expertise, c'est soit un praticien qui augmente sa pratique par un savoir théorique, soit un théoricien qui met en pratique sa théorie. Or, les experts actuellement, on ne les trouve que dans 3 endroits: l'état-major ukrainien, l'état-major russe et tous les états-majors, bien sûr, de ces deux armées, et bien sûr les états-majors otaniens qui sont engagés dans cette guerre et qui sont les seuls à maîtriser l'information et à maîtriser ce qui se passe dans la mesure du possible et dans le brouillard de la guerre. Je suis un analyste, comme il y en existe d'autres que l'on voit parfois sur les plateaux télé, qui à partir d'informations ouvertes, ou même sur d'autres médias qui sont les médias que l'on trouve sur les réseaux sociaux, qui, à partir d'informations ouvertes, vont chercher à analyser une situation à partir et faire des hypothèses qui seront invalidées, validées, infirmées, complétées éventuellement en fonction de critères qui permettront justement de faire évoluer cette hypothèse. Alors quand je parle d'analyste, ça ne veut pas dire qu'on va commenter ce qui se passe, parce que les commentaires de la situation type du café du commerce, ça n'a pas grand intérêt, puisqu'on se retrouve dans la même situation que ceux qui commentent sur les réseaux sociaux la guerre en mode TikTok, hein, dès qu'il y a un événement ou une vidéo qui a la défaveur de l'un ou l'autre belligérant. On peut en trouver des deux côtés d'ailleurs. On commence à la commenter
et en faire des digressions qui n'ont pas d'intérêt. En fait, il faut chercher à comprendre ce qui se passe dans la mesure du possible, essayer d'y donner du sens et arriver à se projeter dans cet événement majeur qui est le retour de la guerre en Europe. Alors, effectivement, je suis Hervé Carrès sur Twitter, je vois quelles sont ses interventions. Il fustige assez régulièrement les experts de plateau, nos amis d'LCI, hein, et effectivement, c'est comme ça qu'on a pris contact. Et quand je lui ai proposé de venir pour commenter les événements dont nous allons faire état maintenant, je dois dire que j'étais un peu tacticien, mon cher Hervé, parce que je me suis dit, ah, là, ça va être une gourmandise. Hein, quand je lui ai proposé, bon, il se passe des choses et des choses très importantes. Donc, il a été très amical et il a accepté ça. Donc, je vous propose, alors peut-être, si vous en êtes d'accord, Hervé, de commencer par la rupture du barrage. La rupture du Oui, barrage sur laquelle vous avez fait plusieurs analyses qui ont, m'avez-vous dit, évolué. oui, la rupture du barrage, c'est évidemment, tout le monde glose sur la responsabilité, je parle de la responsabilité opérationnelle, hein, parce qu'après la responsabilité, on va dire, juridique par rapport au barrage, on pourrait en discuter, hein. Évidemment, c'est les Russes qui l'occupent, mais d'un autre côté, on voit que le barrage amont, euh, le grand barrage amont qui est plus haut, qui est sous la responsabilité ukrainienne, n'a pas baissé son débit. En fait, les vannes sont ouvertes. Donc, le fait est, c'est qu'il y a, à mon avis, une co-responsabilité sur le plan de la gestion de cet espace hydrologique. Ensuite, la responsabilité initiale. Bon, c'est difficile, hein, parce que tout le monde y va de ses théories et bien sûr de ses biais de confirmation, que ce soit les pro-russes ou les pro-ukrainiens. J'étais très intéressé par ceux qui ont dit qu'il y avait une troisième hypothèse qui était celle de l'accident. Alors évidemment, elle est arrivée par des colonels un lieutenant-colonel qui s'occupe de l'enseignement de l'histoire militaire à l'école de guerre belge. Mais le fait est, c'est que je trouve que c'est une hypothèse qui est assez intéressante et je vais vous dire pourquoi en fait. D'abord, prenons l'hypothèse la plus courue, c'est un coup des Russes, c'est les Russes. Alors c'est vrai que évidemment, les Russes contrôlent le barrage. Depuis qu'ils sont passés sur la rive est du Dniepr, ils ont miné le barrage, pour éviter que, évidemment, il y ait une pénétration éventuelle des Ukrainiens par cette voie, puisqu'il y avait une voie qui permettait de couper, une voie routière. Bon, ils ont la responsabilité de l'infrastructure, ils la surveillent, donc c'est plus facile pour eux. Ensuite, deuxième hypothèse, c'est les Ukrainiens. Bon là, évidemment, c'est plus difficile pour eux parce qu'ils ne sont pas sur le barrage, même s'ils l'ont bombardé pendant il y a eu de nombreux épisodes de bombardement, notamment depuis août 2022, puisqu'à l'époque, c'était une voie qui permettait aux Russes, bien sûr, de passer de l'autre côté de la voie du Dniepr. Donc, il y a eu quelques bombardements d'HIMARS qui n'ont bien sûr pas arrangé l'infrastructure. Euh, c'est évidemment pas très facile pour eux de faire ça. Ensuite, il est vrai que, comme l'ont dit certains commentateurs, il faut une quantité d'explosifs importante hein, pour le faire sauter. Mais le fait est, c'est qu'on voit que ce ne sont que les parties en fait émergées du barrage qui ont cédé. Hein, donc, ce sont une partie superficielle du barrage. Donc, c'est une hypothèse qui me paraît assez improbable. Ensuite, la troisième hypothèse, qui est celle de l'accident, est assez intéressante parce que on voit que quelques jours avant, il y avait une partie de la chaussée justement qui s'était effondrée, et une partie de, du revêtement du barrage qui s'était effondré. Donc c'était le 5 juin ou un peu avant. Et le fait est, vu qu'il y avait une tension forte sur cette infrastructure, puisque on était à une hauteur de 17 mètres d'après les relevés du CNES, ben, tout simplement, on peut imaginer que le barrage est cédé et que ensuite, ben, peu à peu, le flot d'eau se soit écoulé. Parce que ce qui peut attester de cette hypothèse, c'est que l'on peut remarquer que des deux côtés, sur les deux rives du Dniepr, en fait, il y a eu un mouvement de panique aussi bien du côté ukrainien que du côté russe. Que ce soit les positions russes qui ont été évacuées en catastrophe, positions défensives, les Russes, les îles que les Russes détenaient également, mais également les Ukrainiens de l'autre côté. Alors même si évidemment la rive ukrainienne est un peu plus haute,
honnêtement, on voit très bien qu'il y a eu une surprise de la part des deux belligérants. Donc, il me semble que cette hypothèse-là de l'accident me paraît assez intéressante. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que cet accident, il ne va pas être exploité, hein. On ne va Alors, pas c'est les gloser. conséquences, ça, ce sont les Voilà, conséquences, mais exactement. effectivement, alors, il y avait une chose concernant comment dire, les hypothèses, hein, Oui, c'est les Russes d'un côté, c'est les Ukrainiens de l'autre. oui. Alors, on nous disait, les Russes l'ont miné, ce qui est vrai, et puis on nous disait, les Ukrainiens avaient dit il y a quelques mois qu'ils allaient le faire sauter. Bon, donc Mais ils allaient le faire là-dessus, sauter quand les Russes étaient de l'autre côté, en fait. oui, 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 donc bon, Bon, les tout Ukrainiens ont des antécédents, puisque lorsqu'ils ont euh, bloqué les Russes sur Kiev, ils n'ont pas hésité à faire. Alors, c'est un barrage de moindre importance. Ils n'ont pas hésité à le faire sauter pour des raisons opérationnelles. Mais là, il n'y avait pas de raison opérationnelle, a priori, pour eux de le Mais faire sauter, dites, très honnêtement. dans l'histoire, Deuxième Guerre mondiale, des destructions de barrages, il y en a eu, hein, aux Ah Pays-Bas, je oui, pense. Et donc, oui, c'est une technique qui est effectivement qui peut devenir militaire, hein. ouais. Alors Alors sur les maintenant, conséquences, sur les conséquences. Donc, on va essayer de voir plus clair sur le plan des conséquences. Par belligérant, on va chercher à trouver des conséquences favorables et défavorables. Alors, évidemment, parfois, ça va se recouper. Bon, il est clair qu'en conséquence favorable pour les Russes, vu que, évidemment, la nappe, les rives se sont écartées du fait de l'inondation, donc on est sur une, un fleuve qui est beaucoup plus vaste qu'il n'était au départ. Ça permettrait éventuellement de libérer des troupes pour les affecter ailleurs, mais de manière temporaire, puisque là on a un pic de crue. Alors je ne suis pas un spécialiste de l'hydraulique des grands fleuves. Bon, le pic de crue, il va arriver peut-être dans 3 ou 4 jours. Ensuite, il va y avoir une résorption. Donc on peut considérer qu'il y en a pour 1 ou 2 mois peut-être. Donc se retrouve à une situation qui correspondrait à peu près à celle qui était antérieure à l'inondation. Donc, et évidemment, ça leur permet possiblement de libérer des troupes. Ça, évidemment obliger les Ukrainiens à évacuer les troupes qu'ils avaient sur les îles, même si ces troupes étaient dans des situations qui étaient un petit peu acrobatiques du fait de l'artillerie russe. Et puis, ça déstabilise quand même le gouvernement ukrainien qui est obligé tout simplement de secourir ces populations et éventuellement d'engager des troupes pour secourir les populations. Alors, ce sont des berges quand même qui sont de part et d'autre, qui ont déjà été évacuées en raison de la guerre, en raison notamment des systèmes défensifs qui ont été mis en place. Mais en tous les cas, il y a encore de la population évacuée. Ensuite, les conséquences défavorables pour les Russes, eh bien, c'est leurs défenses qui sont submergées. Alors, les premières défenses, hein, mais il faut bien imaginer qu'ils ont forcément des lignes de défense qui sont derrière et qui sont également préparées. Donc, je pense qu'ils ont simplement transféré leurs troupes sur cette autre ligne de défense. Ça déstabilise quand même l'organisation du commandement. Je ne connais pas l'organisation du commandement, mais on peut imaginer que d'Energodar jusqu'à la façade maritime sur cette rive du Dniepr, on peut considérer qu'il y a un commandement qui s'en occupe et qui coordonne à peu près les opérations. La baisse d'eau et le rétrécissement consécutif du réservoir face à la centrale pourraient éventuellement faciliter de nouveaux assauts amphibies de la part des Ukrainiens. Il y a des experts qui disent que ça pourrait baisser de 7 mètres, c'est pas négligeable, hein. Si ça va être un effet marginal ou important pour les Ukrainiens pour favoriser de nouveaux assauts offensifs et amphibies sur cette centrale. Et puis, bien sûr, bon, on est quasiment sur du pain béni pour les médias et la communication ukrainienne, hein. Donc, après, c'est un nouveau crime russe, c'est un écocide. Donc, éventuellement, avec une possibilité de faire pression sur certains pays du Sud collectif qui sont ou restés neutres ou, ou encore favorables à la Russie, à la position russe, de réviser leur position, parce qu'on voit bien que ça pose un problème quand même au plan international pour les Occidentaux, le fait qu'il y ait ce soutien du Grand Sud vis-à-vis des Russes. Voilà. Ensuite, alors concernant... là-dessus, je me permets de vous interrompre. Oui, Je pense que
Je pense que là, les Russes n'ont pas de crainte à avoir. Bon, il se trouve que je me rappelle l'interview de l'ambassadeur de Chine la semaine dernière, mais je continue à suivre ce qui se passe. J'ai vu qu'il y avait une rencontre de Modi et de Poutine, et que, bon, ce qui se passe en Afrique du Sud, avec le sommet des BRICS qui se prépare et où les autorités sud-africaines sont en train de prendre les mesures pour que Poutine, je ne sais pas s'il va y aller, pour que Poutine puisse Ouais. venir. C'est-à-dire que le climat n'est pas favorable. On voit bien ce qui s'est passé au sommet de l'OPEP, hein, où les journalistes de Wall Street Journal, Bloomberg, je ne sais plus quel autre, ont été exclus en disant que vous ne viendrez pas. Les Émirats arabes unis qui ont dit que, bon, je veux dire, ils n'entendaient pas poursuivre un certain nombre de choses avec les États-Unis. Donc, je ne vois pas que cet événement-là puisse susciter. Alors, c'est clair que les questions environnementales sont importantes dans la sensibilité aussi des pays du Sud, mais je veux dire, dans la façon dont ça se passe, il y a eu tellement d'informations, il y a eu tellement dans tous les sens, de prise de position, une actualité commentée au jour le jour. Donc, je pense que la rupture du barrage dans quelques jours, sauf en ce qui concerne bien évidemment les conséquences militaires, hein, ça c'est et opérationnel, mais je pense que ça sera rapidement oublié. Regardez, le tremblement de terre en Turquie-Syrie, qui est, terrible, terrible. Tout le monde a oublié. Erdogan a été réélu assez tranquillement, finalement. Tout le Mhm. monde a, tout le monde a oublié. La sensibilité est effectivement de court terme, souvent, sur ces questions. Oui, en tout cas, je pense que ça pose problème aux Occidentaux. Donc, qu'ils cherchent à l'utiliser comme levier pour faire céder certains pays, on ne peut pas l'écarter. Mais je pense, comme vous, que ça n'aura pas d'effet, en fait. On le voit très bien, là, quelques jours après. Ensuite, côté ukrainien, les conséquences favorables, eh bien, c'est quand même la submersion des défenses russes. Bon, on ne connaît pas le plan d'offensive ukrainien, mais il est clair que ça pourrait éventuellement favoriser à terme d'autres actions lors de la décrue. Oui, mais Ça alors, déstabilise. Oui, c'est, euh, les défenses ont été submergées, mais pour attaquer sur un terrain largement humide, oui, oui. dans les steppes du pays de la Rasputitsa, parce que la Oui, tout à Rasputitsa, fait. elle est ukrainienne, hein, Mais donc, quand je parle d'offensive, c'est qu'on n'est pas sur l'offensive avec des chars qui passent sur des barges et qui traversent, hein. On est sur des combats d'infanterie et d'escarmouches pour fixer des troupes russes, hein. Ça serait ça, pas plus, à mon avis. En tous les cas, on voit très bien qu'il quand même cherché à fixer. Et puis il y a une petite presqu'île aussi à la sortie de l'estuaire qui est intéressante, hein, puisqu'elle est face à une base maritime ukrainienne. Bon, en tous les cas, on ne peut pas écarter ce fait-là, même si j'y crois assez peu. Ça a déstabilisé quand même le commandement russe, qui est obligé de réarticuler en mode panique son dispositif. Ça pourrait faciliter un nouvel assaut amphibie sur la centrale d'Energodar, pardon, si tout simplement la nappe d'eau en face diminuait de surface de manière significative. Ensuite, c'est surtout un levier de communication majeur pour les Ukrainiens au plan international. C'est encore un crime des Russes, c'est un écocide. Donc, sur le plan politique, sur le plan de la communication, parce que les Ukrainiens sont très très forts en communication, en opération psychologique également, qui pourrait être exploité de manière assez à droite, mais je dirais habituelle de leur part. De toute façon, c'est leur rôle, hein. Ensuite, en conséquence défavorable, bon, il est clair que le gouvernement ukrainien, comme le commandement russe de l'autre côté, a semblé, mais je pense qu'ils ont réellement été surpris par ce qui s'est passé. Donc, il y a eu la nécessité de secourir les populations de leur côté également. Donc, ils ont forcément affecté des troupes, sachant que les duels d'artillerie ont continué, hein, malgré les opérations d'évacuation de part et d'autre. Face à la centrale d'Energoda, eh bien, on peut considérer que ça peut leur amener une opportunité, mais on pourra en reparler ensuite sur ce qui se passe actuellement sur le front, hein, voir si, à l'occasion de cette offensive, on ne peut pas retenter un assaut amphibie
dans un moment idoine, et bien sûr réaffirmer la légitimité de, ça c'est une conséquence favorable, de la légitimité de leur combat vis-à-vis de la communauté internationale. Alors, voilà globalement où on s'en trouve, où on se trouve. Alors, en termes de synthèse, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, d'abord qu'il semble qu'il y ait un bénéfice militaire temporaire, le temps que la crue se résorbe en faveur des Russes. Tout simplement, ça pourrait leur permettre de libérer des troupes qui pourraient affecter ailleurs. Il y a un bénéfice politique durable en faveur des Ukrainiens, mais c'est habituel puisque globalement, même si on parle du monde occidental qui leur est favorable, il y a quand même une neutralité quand même plus ou moins, on va dire, bienveillante de la part de certains pays du Sud. Ensuite, par contre, il y a un bénéfice stratégique de longue durée en faveur des Ukrainiens, puisque même si les Russes se sont passés pendant 8 ans du canal de Crimée, puisqu'il avait été asséché par les Ukrainiens, il est clair que là, on en a pour 5 à 10 ans avant de reconstruire ce type d'infrastructure et éventuellement réalimenter le canal de Crimée. Alors, le canal de Crimée, on parle de l'eau potable, mais surtout, tout simplement, l'irrigation des zones agricoles qui se trouvent en Crimée, mais même avant, hein, sur toute cette partie-là, entre le Dniepr et puis la péninsule de Crimée. Mais alors, vous pensez sur l'avantage de communication, parce que euh, Madame Baerbock, vous savez, la ministre écologiste très belliciste, était en Amérique latine et elle a été Oui, très surprise parce que tous ses interlocuteurs lui disaient, mais l'Ukraine, on s'en moque, on ne sait même pas où c'est, ça ne nous concerne pas, on n'est pas concerné. Est-ce que effectivement, ça va permettre de réactiver pour le gouvernement de Kiev, je veux dire, la demande de soutien à l'Occident, parce qu'il y avait une certaine lassitude. Les journaux, y compris américains et surtout américains, en France, non, on fait pas ce genre de travail. Il commençait à y avoir des contradictions, même dans la presse favorable aux démocrates. Je pense au New York Times, je pense à au Washington Post ou à Newsweek, enfin tous ces titres-là étaient plus contradictoires qu'ils ne l'ont été. Hein. oui, dont la presse anglo-saxonne globalement est beaucoup plus libre que la nôtre, et beaucoup plus nuancée. Concernant les des pays d'Amérique du Sud, bon, Ah, on a petite faiblesse ah, hop, on a eu une coupure. qui attendent des céréales, tout cela qui surveillent de près ce qui se passe. Les autres, c'est vrai, pour eux, c'est assez éloigné, surtout. Non, mais Pour eux, je parlais de la, comment, de la, euh, de l'aide occidentale. C'est-à-dire que, oui, oui, en ce qui concerne, alors j'entendais l'autre jour, je ne sais pas ce qu'on pouvait en retenir, si c'est, mais Jacques oui. Beau disant que les Russes consommaient par jour ce que les Occidentaux, en Ah, munitions, hein, ah, ce que les, munitions, oui. oui, oui, ce que les Occidentaux produisent en un mois. Donc, il y a également la dimension financière, il y a la lassitude des opinions publiques. Donc, c'est possible que comment dire, les Ukrainiens essayent de réactiver un soutien Également, qui commence à devenir un peu distant. tout à fait, mais surtout, c'est un soutien qui va avoir ses limites tout simplement industrielles, hein. Et puis, le temps qu'on remette en œuvre un outil industriel capable de fournir les munitions, mais à un rythme qui est en rapport avec la consommation qu'il y a sur le front. C'est pour ça que l'artillerie ukrainienne, là, sur l'offensive dont on va parler, forcément, ils vont avoir des unités de feu qui vont être en nombre limité et qui vont devoir utiliser à bon escient sur l'appui, sur la ligne de front. Oui, bien sûr. Alors Alors, bon, ça c'est conséquence de cet événement. Aujourd'hui, c'est très difficile d'en savoir et d'en dire plus. Mais c'est vrai que c'est le fait que ça arrive à ce moment-là, au moment où cette contre-offensive
tant annoncé s'est déclenché. Alors là, je me tourne vers vous parce que quand on a préparé un petit peu cet entretien, vous m'avez dit ce qui vous amenait à considérer qu'elle avait démarré. Hein, c'était l'engagement de telles et telles unités qui montrait bien que. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai deux grandes questions. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Parce que je reconnais que j'ai pas suivi parce que j'étais accaparé par d'autres choses. Et Régis, Régis, deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'on peut penser des objectifs ukrainiens oui, qui ont lancé, qui sont à l'initiative, c'est incontestable. est-ce que vous pourriez me donner la capacité de partager quelque chose sur l'écran? Je n'ai pas. Bien sûr. Alors, attendez, il faut que je vous autorise. Alors, hop, hop, hop. Partager l'écran, option de partage d'écran, hop, plusieurs participants. Voilà, vous êtes autorisés. J'aurais dû penser avant. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je vais vous partager une Voilà. petite infographie que j'ai fait. Voilà. Est-ce que vous voyez, Ah oui, très bien, oui. c'est pour recentrer un petit peu dans le contexte, on va dire, des opérations, ce qui s'est passé, hein. Donc là, on est sur le système de barrage, hein. C'est un système de barrage. Donc il y avait le barrage de Kakhovka qui a été partiellement détruit, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis il y a un barrage qui est important, c'est le Dnipro HS qui est plus haut, et qui a un très très gros barrage, hein. C'est une des plus grosses installations hydroélectriques d'Europe et qui est aux mains des Ukrainiens et qui justement, lui, continue à déverser plein flot l'eau, hein, puisque toutes les vannes sont ouvertes. Donc ça pose question également sur l'attitude de chaque belligérant sur cette inondation, de toute manière. Donc j'ai pas de réponse, mais en tout cas, on peut s'interroger. Et vous avez la centrale d'Energodar qui se trouve là, juste là, au milieu de ce réservoir. Voilà. Alors, pour en revenir aux opérations, ce qu'il faut bien comprendre, c'est un schéma qui est assez intéressant. Voilà l'état quand même, tel qu'on peut le voir depuis les satellites des défenses russes, se trouve dans la trouée, on va pas appeler ça la trouée de Zaporizhzhia, hein, comme d'autres trouées célèbres à l'époque du pacte de Varsovie, et notamment en Allemagne. La trouée de Fulda, pour ceux qui ont connu l'armée des années 80 face au pacte de Varsovie. En tous les cas, voilà, donc voilà l'état des défenses, hein. Donc on est face à un réseau qui est quand même très très dense, hein. Et avec, forcément, c'est le seul espace de manœuvre vraiment qui permettrait de développer une offensive. Ça a été souligné par tous les, je ne vais pas dire les experts, tous les analystes et les commentateurs sur différents plateaux. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est un ordre de bataille qui vient des Pentagon Mix, qui était assez intéressant. Alors, les Pentagon Mix, il y avait certaines formations forcément qui n'étaient pas très très valides, puisqu'on peut pas se poser la question après rétrospectivement de, de positionnement de certains matériels, mais je pense qu'à 80% c'était quand même intéressant. Donc ça vient d'un site qui est intéressant. Il a une page Twitter, là, Stivius. Je pense que c'est un professeur. Il est passionné de stratégie. Il fait beaucoup de vidéos sur des batailles célèbres contemporaines, la guerre en Éthiopie par exemple. Et c'est vraiment, il y a beaucoup d'ailleurs d'amateurs qui sont très très compétents et très performants qui vont chercher de l'information pertinente. Et lui, il a fait cet organigramme des brigades de manœuvre, les brigades d'engagement de l'armée ukrainienne qui ont été formées et constituées avec l'aide des Occidentaux. Et on en revient à ce que je vous disais, en fait. Pour moi, savoir que l'offensive ukrainienne avait commencé, c'était savoir si je voyais un des matériels spécifiques de ces brigades qui se trouvaient sur le terrain ou endommagés ou qui avaient été filmés. Donc, le premier matériel qui a été filmé, c'était celui de la 37e brigade mécanisée, qui est une brigade d'infanterie de marine, avec les AMX-10 RC euh, qui ont été donnés par la France, donc 3 qui avaient été abandonnés sur le terrain, donc pour moi. Donc, l'information, je l'ai eue, je crois, lundi ou mardi.
Donc ça voulait dire vraiment qu'on était sur la phase offensive, puisque ce sont des brigades qui ont été faites pour ça. On pourrait gloser après sur la manière dont elles sont constituées, un petit peu des brigades qui sont disparates, mais en tout cas, elles ont été faites pour ça et formées pour ça. Ensuite, on a confirmé l'engagement de Léopard et parfois certains de la destruction de Léopard. Donc, on est vraiment sur la 33e brigade mécanisée qui sera engagée, donc ça confirme. Et on parle également de la 118e brigade mécanisée, puisqu'il y aurait des M113 également qui auraient été engagés. Donc, globalement, bon, mais je pense que maintenant plus personne n'en doute, la phase offensive est enclenchée. Et c'est un exemple de ce que je vous disais, c'est que on part d'hypothèses, après on cherche à valider ou pas des hypothèses, c'est ça le travail d'analyste en fonction d'informations que l'on pense être pertinentes, et à partir de là on se dit, bon, et on n'est pas comme sur certains plateaux TV où tout le monde y va de ses appréciations entre les Russes qui ont trop bu et les Ukrainiens qui ont fait trop de musculation, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref. Voilà. Donc, ce qui est intéressant également, qu'on peut trouver sur Telegram, et je conseille aux auditeurs de s'abonner sur la chaîne Telegram, ceux qui ne l'ont pas fait. Alors, évidemment, il faut le regarder avec prudence, mais ça permet de croiser l'information, d'avoir l'information. C'est qu'on voit globalement qu'il y a un axe d'offensive, hein, c'est Orakov, et puis Tokmak. Tokmak, j'ai toujours du mal avec les noms. Oui, c'est Tokmak, je crois. Peut-être Tokmak, oui, voilà ça. Et ensuite, un autre axe peut-être secondaire, mais à vérifier, qui serait Globkové. Donc, c'est ce qui ressort. Vous verrez, j'ai récupéré une carte qui est assez pertinente, hein. Donc, à partir de là, il va falloir voir comment ça se développe ou pas, hein, puisque pour l'instant, on est vraiment sur des combats qui sont féroces, hein, et qui sont acharnés, hein. De toute façon, depuis le début de cette guerre, malgré tout ce qu'on a dit sur l'armée russe, une armée qui se délite et qui n'a plus de morale, elle se bat pas. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous avez des combats féroces de part et d'autre, c'est que les deux armées ont encore envie de se battre. Donc après, les vidéos où on voit les gens plus ou moins démoralisés, des gens qui ne veulent pas se battre, bien sûr qu'il y en a des deux côtés. Mais il faut observer en fait ce qui se passe sur le front, hein. Alors après, il y en a qui gagnent ou qui perdent du terrain, ainsi de suite. Dans tous les cas, on voit que jusqu'à présent, les combats c'est disputé en fait. Et puis de toute façon, ce sont, entre guillemets, je vais citer Michel Goya, comme je sais que vous l'appréciez, que j'ai vu dernièrement en intervention à la télévision et je l'ai trouvé très pertinent. Il a dit ce sont les mêmes des deux côtés, hein. Mais oui, même Eh si oui, l'armée ukrainienne elle a été formée par les Occidentaux, c'est les mêmes mentalités, ce sont des Slaves, donc ils sont sur cette espèce de dureté et de et capacité. c'était d'ailleurs, je vous interromps Hervé, c'était d'ailleurs, bon, Michel Goya à quelques moments où il redevient raisonnable, il a encore dit que les Russes n'avaient plus de munitions, n'avaient plus de missiles pour la énième fois. Enfin, tout ça, c'est pas très intéressant. Sur la question, ce sont des Slaves. Au début, quand l'opération militaire spéciale s'est déclenchée, les Russes ont sous-dimensionné le corps expéditionnaire, c'est clair, hein, Ouais. maintenant c'est acquis, Ils pouvaient pas faire autrement, on hein. l'a compris, ils ont eu des mécomptes, ils comptaient sur la négociation, ils l'ont eu, mais elle a capoté parce que les Occidentaux ont dit niet. Naftali Bennett ne doit pas être un menteur, l'ancien ministre israélien, donc effectivement, mais moi, les échos qui m'arrivaient de Russie, c'était de dire que l'opinion publique, mais l'armée aussi, ne voulait pas qu'il y ait un affrontement sanglant. Rappelez-vous Arestovitch, le conseiller Ouais. qui avait à un moment, de façon assez étonnante, il avait fait une analyse en disant que ça avait été, cette première phase avait été même élégante. C'était curieux le choix de ce terme. Oui, c'est un vrai problème. D'ailleurs, le bilan des pertes civiles est faible, hein, de part et d'autre, hein, parce que les zones civiles contrôlées par les Russes sont aussi bombardées, contrôlées et dont les territoires ont été incorporés à la Russie. Mais c'est une vraie question et c'est un vrai problème. Je ne sais pas quelle trace ça va laisser, mais ce sont des Slaves qui s'opposent à des Slaves. Ça, c'est tout à fait exact et c'est perçu assez négativement finalement dans ce que je peux entendre de l'opinion publique russe. Oui, tout à fait, ça pose un réel problème, puisqu'en fait, vous avez des familles qui sont transfrontalières. Actuellement,
crois qu'il y a 4 ou 5 millions de réfugiés ukrainiens en Russie. Les Ukrainiens, la plupart parlent parfaitement le russe. D'ailleurs, ça pose un problème de sécurité intérieure aux Russes, ça c'est clair, on le voit très bien, de toute façon, avec tous les événements qui sont passés. Mais bon, c'est un fait, c'est les mêmes populations, hein. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, c'est assez mal vécu par la population russe. Le fait est. Et Voilà. ce qu'il faut relever quand même, et on l'a dit à plusieurs reprises sur cette petite chaîne, c'est que bon, ben, il y a des gars qui se battent et des gars qui meurent, hein, et bon, ils méritent bien évidemment le respect, et que les pertes ukrainiennes, si j'en crois les sources occidentales, hein, les pertes ukrainiennes sont assez élevées, mais pour autant, ils continuent à se battre. Et là, dans la façon dont ces offensives ont été lancées, bah, ils ont du monde, quoi. Ça prouve bien qu'il y a probablement une dimension morale qui existe, avec sûrement une lassitude aussi, mais voilà, quoi. C'est féroce, comme vous dites, hein. C'est féroce, et justement, c'est pour ça que quand on observe les réseaux sociaux, il y a un petit côté indécent, voire lamentable, puisqu'on dirait que vous avez les supporters de l'équipe russe contre les supporters de l'équipe ukrainienne, et ça en devient grotesque. Et la plupart des gens, en fait, la seule expérience militaire qu'ils ont, c'est d'avoir joué à World of Tanks ou d'autres jeux comme ça par vidéo. On leur mettrait un sac à dos sur le dos, on leur demanderait de marcher 10 km. Ils commenceraient à voir ce que c'est en fait la réalité en fait de la condition militaire. Donc c'est pour ça que c'est Et c'est pour ça que je trouve que les va-t-en-guerre français, parce que ça c'est la France qui m'intéresse moi, hein, qui viennent dire allez-y, armons-nous et partez, etc. Vous voyez quelles sont les cibles principales, hein, Monsieur BHL par exemple, qui pousse comme ça et effectivement qui mentent d'une certaine façon aux Ukrainiens. Je trouve que c'est quand même assez déshonorant parce que bah, ces gars-là, ils vont se faire tuer, quoi. ouais, de toute façon, dans toutes les guerres, ce sont les classes populaires hein, qui sont tuées. Il ne faut pas se leurrer, hein, ce ne sont pas les classes dirigeantes. Même s'il y a évidemment des élites, des enfants des élites peuvent se retrouver sur le front. Mais la masse des soldats sont les classes populaires, c'est historique, hein. Hein, vous prenez le recrutement des armées, même occidentales, sont les milieux défavorisés, les soldats. Bien sûr. Vous prenez le corps des Marines, vous allez retrouver des hispanophones, des Noirs, quelques petits blancs du Sud. Pour être soldat, il faut avoir une motivation et puis aussi euh, ben, c'est peut-être souvent une forme de dernière chance pour les gens hein, qui sont dans des situations sociales difficiles. Donc ça, il faut pas l'oublier non plus, hein. Donc la plupart des gens dont vous parlez sont des gens des élites qui ont toujours vécu dans un milieu privilégié. Voilà. De part et d'autre, hein, de toute façon, hein, que ce soit chez nous, que ce soit chez les Russes, que ce soit chez les Ukrainiens. Et d'autant plus que chez nous, en plus, le service militaire a été aboli. Donc, ils n'ont même pas une once de ce que peut être la condition militaire, même en temps de paix. Hein, donc, alors, en temps de paix, en temps de paix, vous simulez quand même des situations qui sont proches de la guerre. Donc, avec la peur en moins, vous pouvez avoir une petite idée de la souffrance qui peut être vécue par les combattants sur le front, hein, sur un conflit de haute intensité. Donc, c'est pour ça que la Avec plupart une des... particularité concernant dont on avait parlé. Alors, je reviens sur cette phrase que j'ai souvent prononcée, ça n'est pas un match de foot, hein, donc voilà, faut voir ça en sachant que c'est la guerre. Et les Ukrainiens bon, ont subi d'abord l'artillerie, 80% des pertes sont dues à l'artillerie, donc ils avaient un déséquilibre total. Et ensuite, sur le plan des blessés, ils n'avaient pas comment dire, les infrastructures dont bénéficiaient les Russes, c'est-à-dire que, et Sylvain nous avait expliqué ça, sur le temps d'intervention qui était nécessaire, ce qu'il fallait faire, etc. Et le fait que des blessés qui auraient pu être sauvés arrivaient trop tard, quoi, dans les hôpitaux de campagne. Alors, Si vous voulez, oui, si vous voulez qu'on ait un avis géopolitique ou géostratégique sur ce qui se passe. Donc, ça me paraît tout à fait recevable, mais argumenté, si vous voulez. Hein. Parce qu'actuellement, on peut considérer que
je vais être très schématique, hein. Il y a un bourreau, on va dire, géopolitique, c'est les États-Unis. Un bourreau géopolitique indirect, mais impliqué, c'est la Russie, puisqu'on est sur un conflit, de toute façon, Russie-USA. On est sur de la géopolitique, hein, on est sur tout simplement les écrits de Brzezinski, tous ces écrits également américains avec les néoconservateurs. Et ensuite, on est sur des victimes collatérales qui sont consentantes et impliquées. Un, les Ukrainiens, puisque le fait est, c'est qu'il y avait une guerre civile, mais qui a été plus ou moins également manipulée par les Russes, hein. Ensuite, les Européens qui sont venus en appui des Américains sur cette zone qui est en fait une zone que les Russes considèrent comme un espace qui doit rester neutre, sinon ils se sentent menacés. Alors on peut le contester, mais en tout cas c'est leur sentiment. Et puis ensuite des victimes indirectes qui ne sont pas impliquées sur le plan des morts, hein. L'implication de leurs soldats, ce sont les Européens. Parce que les Européens, l'économie européenne va sortir en grande difficulté de cette guerre, puisque une économie et une industrie, c'est des matières premières et de l'énergie à bas coût, hein. Donc, c'est pas avec un GNL qui va coûter 3 ou 4 fois plus cher que le gaz russe qu'on va arriver à être compétitif au plan mondial. Mais enfin, on verra ensuite. On s'écarte un petit peu du sujet, mais on verra comment ça se développe. Mais peut-être on peut, si vous voulez, vous avez des acteurs de grande puissance qui sont impliqués, puis derrière, on va dire des vassaux qui en fait, sont. Alors, dans Oui, une des grandes puissances, sauf que ça se passe à la frontière russe, bien sûr, et que, bon, moi je me rappelle, j'avais 12 ans, hein, la réaction des États-Unis quand on a parlé d'installer des fusées à Cuba. Et donc, le problème, c'est que, y compris, enfin, je veux dire, vous savez, je suis avocat, hein, j'ai toujours dit, moi, que les Russes, ils ont un bon dossier, hein, c'est-à-dire qu'ils signent le 4+2 à Berlin, hein, réunification d'Allemagne qui rentre dans l'OTAN, hein, violé aujourd'hui, qui devrait avoir des conséquences juridiques, hein, on s'étend, alors que les assurances avaient été données, on s'étend, et puis on organise le coup d'État du je, Maïdan. Alors après, les Russes, incontestablement, ils ont aidé comment dire, les Ukrainiens de l'Est, mais ils ne sont pas intervenus, ils ne sont pas non, non, intervenus, et c'est bon, pour ça qu'ils ont joué sans se oui. faire d'illusions probablement, qu'ils ont joué sur les accords de Minsk. Écoutez, on est français, On est quand Monsieur même, Hollande vient dire, on a signé des accords, on les a fait valider par le Conseil de sécurité, et on s'est assis dessus, on savait très bien qu'on les appliquerait pas. Non mais c'est incroyable, cet homme oui, devrait être jugé. oui, bon, bah, en tous les cas, on est quand même sur un affrontement géopolitique, puissance maritime et puissance continentale, hein, qui est un classique de la géopolitique, hein, c'est historique, hein, avec les grandes puissances maritimes. Bon, actuellement, c'est éviter que l'Eurasie soit un bloc qui pourrait se passer en fait de l'île continentale que constituent les États-Unis. On est quand même sur quelque chose qui sont des invariants de la géopolitique, hein, au sens, euh, au sens du terme. Bon, maintenant, imaginons que le Mexique, vous savez que le Mexique a souffert longtemps quand même Non mais des... vous savez on va retrouver dans les cartels des armes fournies aux Non, non, mais bon, Ukrainiens. au-delà des cartels, vous savez que le Mexique, historiquement, a souffert tout simplement de son voisin états-unien. Imaginons que le Mexique rejoigne une alliance défensive qui serait dirigée par la Russie. Comment pensez-vous que les États-Unis réagiraient? Non mais vous savez, Regardez la situation de Cuba qui est sous embargo depuis 1962. vous savez, je dis, alors on a des approches qui ne sont pas les mêmes. Puisque, bon, moi, je considère que les Russes ont un bon dossier plaidable. Voilà ce que je voulais dire. Mais ce que je Mm. constate, alors on entend partout, voilà, les États-Unis font une guerre par proxy, par procuration, un peu ce que vous dites, hein, cette population ukrainienne est l'enjeu de cet affrontement avec la Russie, avec les cinglés du sous-sol, comme les appelait George Bush, des néocons qui veulent la démanteler pour récupérer, etc. Moi, je dis que c'est une guerre par proxy réciproque, c'est-à-dire que les Russes, soutenus par les Chinois,
avec un regard relativement bienveillant des autres des pays du Sud global qui sont bien contents que on tape sur les Américains. Ils font la guerre aux États-Unis et à l'hégémonie américaine, voilà, pour le compte des autres, de ceux dont je viens de parler, pour le compte de la Chine, pour le compte de, c'est quand même assez extraordinaire aussi. Et quand ça vous tombe dessus, je pense au peuple ukrainien, mais c'est une affreuse tragédie, quoi. Et c'est un pays qui s'en remettra pas, hein. Je pense que voilà, sa population a diminué quasiment de moitié. Sa jeunesse est en train d'être hachée. Voilà, je sais. Et puis euh, les conséquences, y compris objectifs de la guerre. Bon, je pense que avec les Polonais qui regardent ça, les Hongrois qui regardent ça aussi, parce que on est quand même sur la Russie historique, hein, Kiev, qui était la capitale, et de l'autre côté, sur les lambeaux des empires centraux, hein, qui ont Oui. été, oh là là, bon, Mais bon, comme quoi, la guerre de 14, c'est le grand ébranlement quand même. tous ces pays de l'ex-bloc soviétique, bon, qui ont encore des communautés russes, hein, ont quand même globalement pas de très bons souvenirs, en fait. Pas de Aucun, bons non, non, mais souvenirs. bien sûr. Oh, Donc, il ne faut pas non plus leur en vouloir. Si vous voulez, quand on va à Prague, moi j'étais à Prague il y a une semaine, je comprends très bien le soutien qu'ils ont au peuple ukrainien parce qu'ils ont un vécu qui leur parle. Mais nous ce vécu-là, il nous est étranger. Nous. Donc, il ne faut pas non plus qu'on se laisse embarquer au sein de la communauté européenne sur des enjeux géopolitiques et des rancœurs historiques qui ne nous concernent pas. Hein. on aurait un rôle à jouer, mais ça, il y a plus de De Gaulle. Alors, sur la carte qui est là, donc, vous tirez la conclusion de la contre-offensive. Ouais, Alors, il y a la question des unités engagées et la ouais. question des axes de En tentative de fait, pénétration. dans une offensive, c'est chercher à savoir où se trouve l'axe d'effort, en fait. L'axe d'effort. Donc, quand on regarde, il n'y a pas de manœuvre militaire, de plan, et de manœuvre sans plan, en fait, hein, si vous voulez. Et donc, il y a des plans de niveau stratégique, après opératif, et ensuite on descend jusqu'au niveau tactique. Le plan stratégique, c'est vraiment le plan qui concerne toute la conduite de la guerre. Et comme je vous l'ai dit, euh, il y a un plan ukrainien, puisque le plan russe, de toute façon, tout le monde glosse dessus, mais personne ne le connaît, et surtout pas en ce moment. Alors, on parle d'attrition, tout ça, mais on n'en sait rien. De toute façon, les Russes, c'est l'omerta totale, hein, depuis le début. On connaît à peine leur ordre de bataille, de toute façon. Même pas où se trouvent leurs réserves. Ils ont toujours été comme ça. C'est pas nouveau. Donc, on arrive à lire, je dis, on peut lire un peu plus, de manière un peu plus claire sur le plan ukrainien, déjà parce qu'ils communiquent beaucoup, même s'il y a la surcommunication de la désinformation. Ce que l'on peut constater, comme je vous l'ai dit, c'est que les Ukrainiens sont très très forts en communication et en opération psychologique. Donc on a vu que au-delà des frappes de la profondeur qui ont été faites par des Storm Shadow, par quelques HIMARS également qui ont été tirés, mais un peu moins parce qu'apparemment les Russes ont trouvé des contre-mesures électroniques pour ce type de vecteurs. Il y a eu le 8 mai l'attaque de drones sur le Kremlin, typique d'une opération psychologique. Ensuite, la vague d'attaques de drones euh, sur, euh, sur Moscou dernièrement. Les opérations à la frontière dans la région de Belgorod, qui sont des incursions, mais on est typiquement sur des opérations de guerre psychologique, parce que le but, c'est de décrédibiliser en fait le pouvoir russe, montrer que même s'ils sont puissants et que nous, on est un petit pays, on arrive quand même à vous faire mal, même si c'est anecdotique, et à rentrer sur votre territoire. Et à mener une forme de défiance de la population vis-à-vis du pouvoir politique. Donc, sur ce thème-là, ils sont extrêmement forts. Hein. Donc, ces opérations psychologiques, pourquoi il y a eu ces opérations psychologiques? Parce que, et cette corrélation dans le temps, on voit qu'il y a quand même une concentration dans le temps de ces opérations. Dernièrement, il y a eu le pipeline d'ammoniac qui a été saboté dans la région de Kharkov. C'est un pipeline qui est fondamental pour l'économie russe, puisqu'il faisait partie de l'accord d'exportation des céréales signé sous l'égide de l'ONU, puisque ce pipeline arrive à Odessa et puis il permet ensuite, avec les cargos, les bateaux spéciaux qui chargent l'ammoniac sous forme liquéfiée, d'alimenter l'industrie chimique et notamment l'industrie qui fabrique des engrais. Vous voyez que là, on est typiquement sur des opérations psychologiques. Alors, je pense que lorsqu'ils ont fait ça, il y avait un objectif stratégique pour embêter,
embêter les Russes hein, sur leurs exportations d'ammoniac, mais également, comme c'est sur une zone qui est disputée entre l'armée russe et puis l'armée ukrainienne, peut-être intoxiquer les Russes, mais il se trouve que malheureusement, et heureusement pour les Russes et malheureusement pour les Ukrainiens, le vent a tourné, apparemment le nuage d'ammoniac est parti direction des Ukrainiens. Alors évidemment, là, les deux belligérants s'accusent l'un et l'autre d'avoir saboté le pipeline d'ammoniac, mais si vous voulez, c'est quand même relativement clair, hein, entre guillemets, hein, à qui appartient le pipeline et à quoi il sert. Il faudrait vraiment être tordu de la part des Russes pour saboter leur propre pipeline. Donc, ce qui prouve en tous les cas que les belligérants d'un côté ou de l'autre, pour des raisons opérationnelles, n'hésiteront pas à créer des dommages éventuellement environnementaux. Hein. Ça, je pense que avoir une lecture morale de la guerre, bon, je pense que c'est, même s'il y a évidemment des règles qui existent au plan international, mais avoir une lecture morale de la guerre et penser que un des deux belligérants est plus vertueux que l'autre, on verra à l'issue, hein, lorsqu'il y aura les enquêtes impartiales et puis éventuellement les mises en accusation. Hein, mais je pense que c'est se fourvoyer d'une certaine manière. Mais ça marche dans les deux sens. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, mais quand je dis que ça marche dans les deux sens, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. C'est que Mm. lorsque les Ukrainiens sont rentrés sur le territoire russe à Belgorod, lorsqu'ils ont envoyé des drones, alors naturellement, sur Telegram, ah, les terroristes, c'est du terrorisme, etc. Écoutez, c'est la guerre. Du point de vue ukrainien, je comprends. Bon, alors après, quand je dis que ça marche dans les deux sens, c'est que les Russes peuvent dire ah vous voulez jouer à ça, d'accord, ben on a quand même une puissance de feu absolument incomparable et puis bon, alors je crois qu'ils ne souhaitent pas l'escalade, hein, l'escalade, je pense qu'il impliquerait plus l'OTAN, ils ne se servent pas, ils ont fait une démonstration avec les patriotes, mais voilà quoi, ça reste quand même et quand vous dites que les Ukrainiens, ça reste quand même contrôlé, quand vous dites que les Ukrainiens sont habiles dans cette communication, c'est bien ça. Ils veulent leur faire perdre leur sang-froid, c'est évident. Hein, c'est pas tellement, à mon avis, c'est pas tellement vis-à-vis de l'opinion publique russe sur laquelle ils n'ont pas d'illusions. Et en revanche, que les Russes perdent leur sang-froid. Parce que on entend souvent ce commentaire disant ben oui mais vous voulez Poutine est méchant comme disait Tucker Carlson qui est intervenu hier sur Twitter, hein, il faisait 3 millions de vues sur Fox News et là il a fait dans les 10 premières heures il a Mais, fait 70 millions de vues, bon, et mais donc en fait, on en revient à la psychologisation de ce qui se passe en ce moment, et notamment des deux dirigeants. Donc, les pro-ukrainiens vont dire Poutine est fou, il a des cancers, il est paranoïaque. Et les pro-russes vont dire Zelensky est drogué. Ouais, enfin, on est à ce niveau-là, quoi. Ça n'a aucun intérêt, en fait, pour analyser ce qui se passe. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a non, aucun en intérêt. revanche, ce qui est intéressant, c'est que l'Ukraine est corrompue jusqu'à l'os. La Russie les aussi peut-être, je crois, Mm. hein, mais l'Ukraine, Oui, c'est considérable. mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un sujet qui peut être analysé avec des données, ainsi de suite. Mais toutes ces attaques intuitées personnelles des dirigeants n'ont aucun intérêt dans la compréhension de ce qui se passe, en fait. Ah oui, 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 tout à fait. Mais dans la présentation qui est faite, on a quand même un problème. On a quand même un problème, c'est-à-dire que effectivement, quand on vient dire, j'ai lu un article de Dimitri Orlov qui dit Zelensky, c'est un héros russe, parce que regardez, puis il a passé en revue un certain nombre de choses en disant gardons-le, surtout gardons-le. Ah bon, c'était un peu de mauvaise foi, mais et le problème, quand vous venez dire alors les Français, à mon avis, s'en désintéressent pas mal.
Hein, mais quand vous venez dire, voilà, on défend nos valeurs là-bas, etc., que vous apercevez que tous les partis d'opposition ont été interdits, toutes les chaînes qui n'étaient pas contrôlées ont été interdites, il y a une corruption géante Mais, dont il a ouais, bénéficié, ouais, qu'on a oublié. Ensuite, quand vous entendez dire que ouais, en fait, ce qui se passe, c'est l'avenue que qui comme on mène à présente Babillard une des deux, s'appelle l'avenue Bandera, ouais, et c'était les bandéristes qui ouais, amenaient les juifs, les 33 000 juifs qui ont été exécutés là-bas, on a quand même un problème là. Alors, c'est pas de la psychologisation, c'est de dire, non, attendez, non, vous êtes sûr que c'est la bonne cause? non, non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, le problème, c'est que comme on est dans un système d'information, on va dire, biaisée, on va chercher des informations qui décrédibilisent un des deux belligérants et qui légitimisent l'autre. Et en fait, lorsqu'on s'intéresse aux deux systèmes politiques qui sont des deux côtés, on va retrouver certains traits qui peuvent être comparables. Parce que on en revient aux deux armées qui sont comparables, hein, sur bien des aspects. On peut trouver également des éléments de comparaison entre les deux systèmes politiques, même s'il y en a un qui est plus démocratique au sens où on l'entend nous, et l'autre qui est moins démocratique au sens où on l'entend nous. Oui, mais on a Démocratique. pris le parti de celui-là. Donc, Voilà, voilà. Mais si vous voulez, et on essaie de pas informer pour éviter, si vous voulez, de mettre le doute dans l'esprit des gens. Je parle des gens qui regardent les informations le soir, tout simplement. Hein, il y a un méchant qui est identifié c'est le chevalier blanc et le chevalier noir, en fait. Donc on est dans cette dichotomie alors que la situation, comme bien souvent, elle est grise, en fait, plus ou moins claire, plus ou moins foncée, suivant les moments et suivant la partie concernée. alors donc, nous Donc, sommes on s'est un donc petit peu éloigné de la situation. oui, 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 non, mais c'est le débat. Enfin, c'est le débat. C'est cette réalité-là. Et de toute façon, je veux dire, tout ça éclaircit quand même parce que c'est tellement brumeux parfois. Donc, Donc, contre-offensive, on a, contre-offensive. Alors, avec des moyens euh, caractéristiques, c'est ce que vous dites, Hervé. qui Mais monte. est-ce que Ouais. ce sont des moyens importants? Alors, pour l'instant, on voit que ce sont les brigades mécanisées, certaines des brigades mécanisées, puisque c'est ce qui prouve que l'offensive a commencé, à mon sens, qui ont été engagées, celles qui ont été formées par les Occidentaux, sont des brigades mécanisées qui ont une structure qui est quand même assez légère, hein, par rapport à d'autres structures que l'on pourrait comparer, hein, avec assez peu d'artillerie et assez peu de chars. Hein. Donc après, il peut y avoir des réarticulations sur le terrain, hein, suivant la mission. Mais en tous les cas, au départ, l'organigramme est quand même un organigramme assez léger. Vous avez une brigade mécanisée, par exemple, qui a 14 chars, même si ce sont des challengers. Donc, c'est la plus puissante, parce que c'est la plus puissante quand on regarde l'ensemble de ces moyens. Je vais revenir sur c'est la 82e brigade d'assaut par air, qui, à mon avis, est une brigade d'ailleurs qui me semble se trouve en deuxième échelon dans la zone de Zaporizhzhia, et qui, lorsqu'elle sera engagée, celle-là, on pourra être sûr que si on arrive à la détecter son engagement par justement l'engagement des Challengers, on pourra être sûr qu'on est vraiment sur l'axe d'effort, à mon avis, de l'armée ukrainienne. Pour l'instant, on peut se poser des questions sur l'axe d'effort. C'est central, hein, ça, de détecter l'axe d'effort dans une offensive. C'est central, surtout pour les Russes d'ailleurs. Du fort au faible? Non, je Oui, dis ça comme ça. Hein, non, moi, je mais suis profane, vous savez. on va voir, l'offensive va commencer, on verra dans 3 ou 4 jours où elle en est en fait, parce qu'on est sur une situation qui est différente de celle de Kharkov, où il y avait un espace qui était très très lacunaire dans la région de Kharkov, qui était tenu quasiment par la garde nationale russe, là. Et il y avait un raz de fort en faveur des Ukrainiens de 8-1, donc ils sont rentrés comme dans des bruyères. Là, Alors, c'est- donc, l'offensive, la contre-offensive est commencée, ouais, incontestablement. Donc, pour l'instant, il faut essayer de, enfin, faut regarder, il faut attendre pour savoir que, ouais, euh, y compris qu'on ne connaît pas ses objectifs ouais, voilà. et pour cause. Globalement, bon, en fait, globalement, derrière cette offensive, on peut se poser la question de quel est l'objectif stratégique. Ah, est-ce que l'objectif stratégique, c'est d'avancer jusqu'à la mer d'Azov? C'est quand même dangereux d'avancer jusqu'à la mer d'Azov comme ça, en poussée, parce que ça va créer un couloir, ça va créer un couloir qui est susceptible d'avoir des contre-attaques de flanc par les Russes, hein, puisque jusqu'à présent, la réserve stratégique russe, on ne sait pas où elle est. Hein. Il y a eu environ 500 000 mobilisés, hein, parce que je pense qu'ils ont triché sur le nombre de mobilisés, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont eu des problèmes d'équipement
lorsqu'ils ont fait leur mobilisation. Donc on a à peu près, sur le front, là, on doit avoir 200 000 peut-être Russes qui sont en premier échelon. Ensuite, en deuxième échelon, vous allez avoir environ, à mon avis, 150 000 Russes. Mais le troisième échelon est la réserve stratégique. Personne n'en parle, on ne sait pas où elle est. Et ça, c'est la vraie question, en fait. Non, mais Hein, quand vous dites essayer d'aller, là, hop, sur la carte, ouais, c'est vraiment d'aller schématique, jusqu'à hein, la mer d'Azov, donc d'être dans une zone, mais avec donc une infériorité en artillerie et pas de couverture aérienne. bien sûr, en fait, Vous pouvez pas la faire la force, guerre sans couverture aérienne, là. la force des Russes actuellement, c'est bien sûr l'artillerie et leurs munitions, parce que l'artillerie sans munitions, évidemment, c'est problématique. Ensuite, c'est leurs appuis air-sol, parce que, quoi qu'on en dise, bon, ils ne s'aventurent pas trop sur la zone ukrainienne, parce qu'il y a énormément de défense solaire de part et d'autre. Mais sur la Oui. partie ligne de front, les Su-25 et les hélicoptères d'appui sont très, très opérants depuis le début. Hein. D'ailleurs, tous les combattants ukrainiens qui étaient interviewés souvent en parlaient de ça. Et même si les Ukrainiens ont déplacé une partie de leur défense solaire qui protégeait leur ville, ça reste quand même problématique, hein, pour eux. Donc c'est pour ça que avancer jusqu'à Tokmak, alors sachant qu'il y a quand même trois ou quatre niveaux de défense, et Tokmak c'est un point d'appui qui est vraiment tout azimut, hein, qui est fortifié. Ça va coûter cher, à mon avis, aller jusque-là. Et ensuite, c'est le risque également de se prendre une contre-attaque de fond. Est-ce qu'ils vont tenter l'affaire? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, il est clair qu'ils ont un sujet, et ça, on ne peut pas le nier lorsqu'on observe les événements des mois passés, c'est qu'ils ont tenté quand même plusieurs assauts amphibies sur la centrale de Nargoda. Et je pense que pour eux, ça reste un objectif stratégique qui est majeur et qui pourrait être l'un des objectifs, voire l'objectif stratégique atteignable de cette opération, parce que ça leur évite de s'exposer sur un couloir comme si ils avançaient comme ça tout droit vers la mer d'Azov. Et en plus, ils peuvent combiner ça avec un assaut amphibie, donc assaut par la terre et assaut amphibie, et sachant que si jamais ils arrivent à s'emparer de cette centrale, ça sera difficile pour les Russes ensuite de les en déloger pour les raisons que vous imaginez. Évidemment, non, non, mais ça, Et c'est là, un. vous avez une vraie victoire symbolique, politique, économique, et qui posera problème aux Russes, de toute façon. Alors, je note qu'Hervé Carès pointe sur Godard. J'avais lu un article de, je sais plus qui, des gens qui manifestement sont slaves aussi, Alex, Big Serge, enfin bon, bah, on en voit passer beaucoup, qui lui, de la contre-offensive, pointait, pour des raisons également de victoire symbolique et psychologique, qui pointait la reprise de Bakhmout. Bon, donc comme objectif. Donc voilà, Hervé vous donne ce que c'est pas une prévision, hein, on est bien d'accord. Non, Il c'est pas une s'agit, prévision, c'est une hypothèse. On c'est une verra si hypothèse. Voilà, une hypothèse par rapport, hein, y alors, compris avec cet argument qui, c'est incontestable que symboliquement ce serait très fort, mais et que les Russes, c'est un sanctuaire, seraient bien emmerdés si les Ukrainiens la contrôlaient, quoi. Hein, donc parce qu'ils peuvent plus y toucher, ils peuvent pas bombarder, ils peuvent donc non, non, en ce fait, serait il y a un analyste. Alors, on peut parler de Bakhmout. Bakhmout, à mon avis, le but, c'est de fixer les Russes, hein, sur ce. Là, on est vraiment sur fixer des forces russes, hein. Je ne pense pas qu'ils aient l'intention de reprendre Bakhmout parce qu'on va se retrouver dans un combat comme celui qu'ils ont connu, mais là en offensif pour eux, et toujours avec cette supériorité russe. Là, ils n'hésiteront pas non plus à assommer la ville comme ils l'ont fait depuis le début, hein. Donc, il en reste, hein, mais ça reste problématique, hein. Donc, je pense qu'ils sont là plutôt, là, Bakhmut, on est plutôt là pour fixer des forces sur l'échelle du front, hein, sur le plan de tout le front. On est plutôt sur une opération pour fixer les forces, sachant que si on repartait sur le front plus au nord, il y a encore des actions, hein. Et pour éviter également que les Russes continuent leurs opérations vers Seversk et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? À partir de Bakhmut. Donc on est plutôt sur un abcès de fixation là, mais réellement. Ensuite, sur cette trouée de Zaporizhia, c'est intéressant cette carte, je l'ai récupérée grâce à un ami.
elle est intéressante parce qu'elle corrobore plus ou moins l'hypothèse que je viens de faire. Là, cet analyste, lui, il est plutôt actuellement sur trois axes d'offensive. Une offensive à partir de Blédard pour couper la voie ferrée qui assure le ravitaillement vers sur tout le front en latéral russe. Pourquoi pas? Alors, Ugledar, c'est particulier quand même. Alors, c'est particulier, mais c'est là où apparemment les lignes défensives russes sont les moins fournies à voir. Ensuite, l'opération sur Tokmak. Alors, je vous dis, le Tokmak, le problème, c'est que là, vous engagez, entre guillemets, et vous pouvez être canalisé et puis subir des pertes par l'artillerie et les appuis air-sol russes. Ensuite, il y a la troisième option, de ce dont je vais parler, elle est intéressante justement, parce que là, évidemment, vous allez vers Energodar, vous complétez l'offensive par un assaut amphibie, et le fait est, c'est qu'il est plus facile de se flancarder sur la gauche, hein, en suivant la coupure, hein, le réservoir, que de se flancarder de part et d'autre Et en oui, allant de Tokmak. ça fait un des flancs qui est à l'abri. Voilà, exactement. Et c'est un objectif atteignable et c'est un objectif stratégique, hein, puisque bon, le barrage qui a cédé était aussi un objectif stratégique, mais celui de Zaporizhia, on voit que c'est vraiment un objectif stratégique et qui est disputé depuis le début, hein, de différentes manières, aussi bien sur le plan des opérations psychologiques, hein, notamment de la part des Ukrainiens, et puis également des opérations offensives. Donc je pense que ça serait un objectif atteignable et aussi défendable, en fait. Une fois qu'ils sont dessus, défendable parce que c'était compliqué quand même de reprendre. Ça serait compliqué pour les Russes de reprendre cette centrale parce que déjà, c'est une installation très très sensible, hein. Donc pourquoi pas, ou même l'encercler éventuellement, hein, sans aller jusqu'au combat avec les forces russes qui sont à l'intérieur. À partir du moment où ils tiennent la centrale, après ça pourrait être l'objet de négociations. Donc pourquoi pas. En tout cas, je pense que c'est vraiment un objectif stratégique qui, celui-là, est atteignable, et voir si c'est vraiment l'axe d'effort des Ukrainiens avec cet objectif qui est atteignable à la hauteur des forces qui sont engagées et des sacrifices qui sont encore capables de consentir. Hein. Je parle de leur population quand même, hein, puisque on n'est pas sur des échelles de population qui sont les mêmes entre la Russie et puis, euh, et puis l'Ukraine. Et puis on peut être frappé quand même de voir souvent l'âge de certains soldats ukrainiens. Quand on voit les vidéos de certaines brigades, on a des gars qui ont 50, 60 ans. Alors, je ne veux pas parler des jeunes, puisque là, après, on pourrait gloser sur l'âge des jeunes, mais en tout cas, on voit qu'on a des soldats qui sont quand même assez âgés, notamment dans les brigades territoriales, mais pas que, même dans les brigades mécanisées. Donc, si vous voulez, les Ukrainiens, ils ont un centre de gravité, pour eux, c'est leur territoire, il faut absolument qu'ils reconquièrent leur territoire, mais leur centre de gravité à protéger, et qui est difficile à protéger, en fait, c'est leurs ressources humaines, puisqu'on leur donne des armes, mais le sujet, à terme, ça va être la ressource humaine pour mettre pour utiliser ces armes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on commence à parler au sein de l'OTAN éventuellement d'engagement de troupes de l'OTAN à l'Ouest. Vous êtes au courant De, de ça? Il y a un article qui est sorti là, cette semaine dans un journal anglo-saxon, depuis le journal. Il y a certains pays de l'OTAN qui commencent à parler éventuellement de mettre des troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien à l'Ouest. ça, Je vous l'enverrai. si on m'écoutait, je dirais, écoutez ce qu'a dit le président Xi Jinping après la réunion du G7 avec le communiqué très agressif vis-à-vis des, des Chinois. Il a dit, ne nous accusez pas de choses que nous ne faisons pas, nous n'aidons pas les Russes, ils n'en ont pas besoin. Si nous aidions les Russes, vous auriez de gros soucis, mais si jamais il y a une escalade qui pourrait mener à la Troisième Guerre mondiale, nous interviendrons et nous aiderons les Russes. Donc, je pense que enfin, je trouverais que c'est une folie, hein, et c'est pour ça que je pense qu'au Pentagone, même dans les sous-sols avec les cinglés de la Maison Blanche, personne n'a envie de mourir, hein. Je vous l'enverrai l'article, hein. Il ne parle pas de combat, il parle de sécurisation en fait, hein. Donc on est sur les franges otaniennes, mais en tous les cas c'est sorti dans la presse, donc quand ça sort comme ça, c'est que les gens au moins parlent. De toute manière.
Il y a un sommet de toute façon bientôt le temps. Et puis il y a des manœuvres. Oui, oui, bien sûr, il y a des manœuvres. Il y a Donc des il faut manœuvres. toujours assurer Alors, je ne je, voudrais pas dire de bêtises. je Donc, vais remercier Hervé oui, infiniment de cette approche, de cette discussion, finalement ces deux informations, oui, contre-offensive. La deuxième, c'est une hypothèse, peut-être la centrale nucléaire d'Energodar. bien Godard. Je vais rappeler que bientôt ce sera le 80e anniversaire de l'opération Citadelle, c'est-à-dire celle qui a déclenché la bataille de Koursk avec la contre-offensive, avec une bataille défensive organisée par les soviétiques, en disant que ce que j'ai appris de ce conflit depuis un an, c'est que toutes les idées qu'on pouvait avoir auparavant, profanes, passionné que je peux être, ne fonctionnent pas. Cette guerre est nouvelle. Elle se fait avec une couverture d'informations, avec des matériels, les offensives grandes flèches, comment dire, pas les Kriegspiel, ça c'était mais comment les Allemands appelaient ça, l'offensive des Ardennes, la première, celle de 40, c'était le Blitzkrieg, pardon. Ça, je crois que c'est terminé. C'est plus comme ça que ça marche, sauf si on rentre en Irak et encore, on a quelques soucis. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre attention. Merci encore, Hervé, et à très bientôt. De rien. Au revoir, Régis.